Oui, j'habite porte de Versailles, Porte de un peu Versailles. plus haut, dans le sud de Paris, oui. Ok, très bien. Dans le 15e? Oui. Oui. Et puis ça me plaît assez effectivement d'habiter ici. Je pourrais pas habiter au cœur de Paris Oui, c'est parce vrai. que pour moi c'est trop oppressant. Et puis habiter loin de Paris plus facilement, mais ça me plaît d'être sur les bords de Paris. Ces boulevards là, c'est les Maréchaux et c'est une espèce de limite qui est un peu artificielle, mais enfin qui est là. Et je sais pas, il y a un côté, on est dans Paris, mais on pourrait aussi être ailleurs. Ça me plaît assez. Oui. Vous habitez Paris depuis combien de temps? Ça fait une dizaine d'années, 10, 12 ans. 12 ans, 12 ans. ouais. Et toujours dans le 15e? Non, 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 j'ai habité dans le 6e, j'ai habité à Sèvres, qui est une banlieue dans les Hauts-de-Seine, j'ai habité dans le 7e arrondissement, enfin j'ai pas mal déménagé dans Paris. Oui, oui. Et Paris, bon, vous connaissiez avant de venir, de vous installer J'ai ici? passé, lorsque j'étais enfant, j'ai habité pendant 2 ans à Saint-Germain-en-Laye, Ah oui. qui est dans les Yvelines, c'est une petite ville des Yvelines. Et j'ai des sœurs qui ont fait leurs études à Paris. Enfin bon, et mon père a fait ses études à Paris aussi, donc on a des liens Oui. avec cette ville. Et vous êtes né en Belgique? Oui, par hasard, je suis née à Bruxelles. Oui, mon père était en poste à Bruxelles. Oui. Je suis née et on est parti 2 mois après. J'y suis allée dernièrement pour une rencontre littéraire et donc je suis allée voir la clinique de ma naissance et la maison où nous habitions et vraiment ça ne m'a absolument rien rappelé. Enfin bon, c'était émouvant. Je m'intéresse beaucoup au mouvement qui caractérise votre vie et donc les différents endroits où vous avez vécu. Donc vous êtes né en Belgique. Oui, d'un père gabonais et d'une mère suissesse. Suisse allemande ou Suisse... Elle est originaire de la Lenk, elle est bernoise mais elle a grandi à Lausanne. Ah oui. Donc déjà du côté de ma mère ça a bougé pas mal à l'intérieur de la Suisse. Oui, je vois. Et mon père est de Lambaréné au Gabon. Et donc lui, il a fait des études en France. Donc il est venu en France assez tôt dans les années 50, avec toute cette génération de jeunes Africains qui venaient faire leurs études en France. Et ensuite, il est devenu diplomate à l'époque où il a épousé ma mère. Et donc, ils ont beaucoup, beaucoup voyagé sur plusieurs continents. Et moi, j'ai suivi le mouvement. Et voilà, donc je ne me suis jamais vraiment enracinée quelque part. Et je n'ai jamais vraiment eu le sentiment d'appartenance à une communauté, quelle qu'elle soit, quoi. Vous êtes française? Je suis suissesse et gabonaise. Et gabonaise. Oui. Pas de nationalité française. Écoutez, pas officiellement. Oui, oui. Et vous avez passé une partie de votre enfance au Gabon? Oui, j'ai passé 10 ans au Gabon, oui, oui. Ça a été la période la plus longue en fait, parce qu'avant ça, on habitait 2-3 ans dans des endroits et tout à coup au Gabon, j'y suis restée 10 ans. Oui. À un âge important, hein, parce que beaucoup de choses se font à cet âge-là. Donc oui, ça a été très, très beau et très important. Ensuite, je me suis retrouvée en Suisse. Oui. Et puis, donc j'ai fait des études en Suisse, des études commerciales à HEC en Suisse. Je m'ennuyais beaucoup, mais enfin bon, je les ai faites quand même. Et après ça, j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans à Genève, Oui. dans la finance internationale d'abord, et puis dans l'audit aussi. Oui. Et je m'ennuyais toujours énormément, je portais des petits tailleurs. Et j'avais une petite fille à l'époque que je voyais pas assez à mon goût. Et puis bon, comme je m'ennuyais beaucoup, j'ai tout laissé tomber. Oui. J'ai fait un voyage en Afrique du Sud et puis j'ai repris des études à Paris après, en anthropologie notamment. Et puis l'anthropologie, ça a un peu été une transition vers l'écriture romanesque. Est-ce que vous êtes parisienne? Non, je crois pas. Non. Peut-être, je peux l'être par moment, mais comme une espèce de masque, mais de jolis masques. Enfin, j'aime bien porter des masques. Mais je peux être parisienne par gentillesse. Je suis une infidèle. Je suis très bien ici, j'ai des amis, j'ai des repères. Mais ouais, je suis tout à fait capable de partir. Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie. Mais quand je pars, je pars jamais complètement. Enfin, je reviens, même si je ne fais que passer. C'est comme la Suisse et le Gabon, j'y reviens, même si je ne fais qu'y passer. Enfin,
c'est comme je suis comme une espèce de millefeuille avec plusieurs strates, et puis bon, les strates se mettent les unes sur les autres, et puis s'interpénètrent, et puis bon, elles sont là, quoi. Que je sois présente sur les lieux ou pas. Votre rapport au Gabon? Mes parents habitent toujours là-bas, ils ont une maison là-bas, donc j'y vais le plus régulièrement possible. Le billet est un peu cher, mais enfin bon, j'essaie d'y aller quand même de temps en temps. Et puis c'est vrai que j'y trouve une espèce de paix et de sérénité qui est cette espèce de confiance et de sérénité qu'on a lorsqu'on est enfant. Et je ne suis pas sûre que ce soit lié à la géographie ou au fait que ce soit le Gabon, mais c'est sans doute lié à l'enfance. Et le racisme, peut-être qu'on peut en parler brièvement. Alors, le racisme, c'est un peu comme dans Cueillez-moi joli messieurs, lorsque Hippolyte dit à Juliette votre roman est formidable, cette ségrégation raciale par elfe au Gabon, c'est incroyable. Et puis elle lui dit évidemment, vous n'avez vu que ça, vous n'avez rien compris, ça n'est qu'un élément du décor, vos structures mentales sont malades. Je pense que c'est effectivement une maladie des structures mentales. Et puis je pense qu'effectivement en France, mais dans d'autres pays européens, on s'est très longtemps considéré comme, même si la race est un mot tabou, on a très longtemps considéré que l'identité c'était quelque chose de racial et que ce qui définissait un Français c'était d'abord le fait qu'il soit blanc. Et puis ça n'était pas dit, mais c'est sensible lorsque vous regardez les films d'une certaine époque par exemple. Dans les films qu'on tournait il y a 15-20 ans, si on tournait une scène dans le métro, tout le monde était blanc, il n'y avait pas de noir. Donc les gens qui ont fait les films ne l'ont pas fait en étant racistes, mais dans leur structure mentale, le fait qu'il pouvait y avoir des Noirs en France ou des Arabes ou des Chinois n'était pas intégré. Même si mon père est arrivé en France dans les années 50, donc ça fait très longtemps quand même. Et puis bon, les Antillais qui sont des Français, ils sont un petit peu à côté. Enfin, c'est compliqué. Alors évidemment, les choses évoluent. Et puis il faut aussi dire que ce racisme, il est dans les deux sens. Il est aussi dans le sens des Noirs ou des Arabes ou des Chinois qui peuvent... Enfin, ça peut être compliqué d'être blanc aussi lorsqu'on se retrouve tout seul au milieu de beaucoup de personnes d'autres couleurs et puis qu'on devient le bouc émissaire. Mais c'est un problème de structure mentale qui ont été élaborés de cette manière depuis très longtemps. Enfin, au XIXe siècle, on a quand même appris aux gens qu'il existait des races, et puis les gens croient qu'ils appartiennent à une race, puis qu'une race c'est quelque chose d'imperméable, et puis ces cloisonnements sont inconscients, ils sont dans les esprits. Et puis tant qu'on ne travaillera pas là-dessus, on aura beau faire tous les efforts possibles, cette maladie ne sera pas soignée. Donc là, on travaille en surface. Alors on met des Noirs, des Arabes, des Chinois dans les films. On parle de diversité à longueur de journée. N'empêche que le problème, c'est l'idée de la race. La race qu'on considère comme une réalité biologique, alors que c'est un concept, quoi. C'est comme je parlais tout à l'heure de la catégorie des écrivains qui font du 38. On peut inventer une race de ceux qui font du 38 et on va leur trouver des points communs. Donc tant qu'on aura intégré cette idée fausse que la race, ça existe et que c'est une réalité biologique, il y aura du racisme, et dans les deux sens. Est-ce que vous vous êtes confronté souvent à la question vous êtes de quelle origine? Ah oui, tout le temps. Mais j'ai la chance d'être non identifiable. Donc on pense que je viens d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord ou des États-Unis ou d'Amérique du Sud ou des Antilles. Donc au début je disais non, ma mère est suisse, mon père est gabonais, puis maintenant je dis oui si vous voulez. Mais bon, en même temps ça c'est pas grave parce que c'est pas un problème de venir de quelque part. Mais ce qui est un problème, c'est lorsqu'on vous enferme dans une catégorie et qu'on vous prête des qualités positives ou négatives qui seraient caractéristiques de cette catégorie. Et ça, c'est les structures mentales. La langue française, est-ce que c'est votre langue maternelle? Et combien de langues est-ce que vous parlez? Et je m'intéresse beaucoup à cela. Alors, ma langue maternelle, si on veut être très rigoureux, ça devrait être le polonais. C'est vrai.
puisque ma grand-mère maternelle est de langue maternelle polonaise. Seulement, elle a parlé allemand, puis suisse-allemand. Et puis donc, ma mère devrait être de langue maternelle suisse-allemande. Seulement, elle a parlé le français puisqu'elle a grandi dans le canton de Vaud. Et puis bon, langue maternelle, ça veut rien dire en ce qui me concerne. Mais ma langue de naissance, c'est le français. J'ai toujours parlé français, écrit en français. Il paraît que je parlais pas mal anglais quand on est parti des États-Unis. J'ai parlé l'anglais pendant que je travaillais dans des boîtes américaines à Genève. Et puis je l'ai perdu depuis. Et d'autres langues Non, j'ai appris l'espagnol à l'école. Je ne parle ni le suisse-allemand ni le fan. Aucune langue africaine et puis aucune langue européenne excepté le français et l'anglais ou l'américain. Vous n'avez pas d'accent en français? Apparemment. Quand je suis dans ma famille en Suisse, je prends certainement l'accent vaudois. Oui. Et puis quand je suis dans ma famille au Gabon, je prends sûrement l'accent gabonais et les expressions qui vont avec. Il semble que vous ne traitez pas la langue française de langue sacrée. Non, mais je crois qu'il faut surtout pas, parce que c'est vraiment... une langue, c'est vivant. Je pense que si on violente pas un peu la syntaxe, on la respecte pas. Je pense que... c'est pas comme c'est pas aller au cimetière écrire. Non, une langue, elle est vivante, sinon... je sais pas, voilà. Un livre, c'est un peu comme la langue. C'est pas quelque chose de mort, c'est aussi quelque chose de vivant, paradoxalement, même si ça a l'air d'être simplement des mots sur du papier. Mais si ça ne parle pas, si les personnages n'ont pas de chair, ça ne fonctionne pas. Ça peut pas être juste du papier avec des mots imprimés dessus, un livre. Est-ce que vous vous moquez un peu de certaines conventions? Par exemple, sur une même page, on trouve la narrateur, le narratrice, le narrateuse. Oui. Ça, c'est une sortie de chapitre dans les taches d'encre. Les conventions, je les connais assez mal. Et lorsque j'écris, j'ai une langue qui est mon outil. Et je peux en faire ce que je veux. Et donc, j'en fais ce que je veux, suivant l'inspiration du moment. Et puis, à ce moment-là, ça m'est venu comme ça. Et donc, j'ai tiré l'idée jusqu'au bout et ça a donné ça. Et il n'y avait rien pour me l'interdire. Parce que vraiment, une langue, c'est généreux. Elle vous laisse faire ce que vous voulez avec elle. Tout est possible. Et est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à la langue française? Ou est-ce que vous croyez... Il faudrait que je sois bilingue ou trilingue complètement pour vous dire. Mais a priori, je ne vois pas ce qu'il y aurait de spécial avec la langue française. Je pense que c'est un outil comme un autre. Je serais née dans une autre langue, j'aurais joué avec cette langue de la même manière, mais avec ses sonorités propres, et puis son vocabulaire propre, et puis ses mythologies propres peut-être. C'est vrai que peut-être que je m'autorise beaucoup de choses avec la langue, parce que j'ai entendu des Français avec des expressions particulières. Il y a des expressions particulières aux Français de Suisse et des expressions particulières aux Français du Gabon. Donc j'ai été ouverte assez tôt à toutes sortes d'expressions. Dans Bessora, il y a une ambivalence entre la tendresse et la cruauté. Donc la tendresse, c'est celle qui partage, et la cruauté, c'est celle qui tranche. Et ça ressemble, je pense, à ce que je raconte. Ça ressemble à mon univers romanesque. Ce mélange de tendresse et de cruauté, de douceur et d'ironie, de brutalité et puis de tendresse extrême. Paris est la ville où vous avez commencé à écrire des romans? Ou est-ce que vous avez oui. Écrit avant? J'ai écrit un journal intime comme tout le monde, avec des niaiseries du genre il m'a pas regardé aujourd'hui à la récréation. Et voilà, bon. Mais j'avais pas du tout comme ambition de devenir écrivain. Pour moi, les livres, c'était des produits finis. C'était des choses qu'on trouvait dans les librairies. J'imaginais pas le travail qu'il pouvait y avoir derrière, le travail de création qu'il pouvait y avoir derrière. Et le premier roman, oui, j'ai commencé à l'écrire en 97, 2 ans après mon arrivée à Paris. Et puis 2 ans après que je reprenne des études en anthropologie. Et est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus ce mouvement vers l'écriture romanesque à travers
Eh bien, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé l'anthropologie, c'était très nouveau pour moi parce que jusqu'à présent, j'étais habituée à des études très, très rigoureuses, très dures, très, très académiques. Et l'anthropologie, c'était un peu un entre-deux. Il y avait quelque chose d'académique dans l'écriture. Enfin, il y avait les exigences de l'université lorsqu'on rédige un mémoire de maîtrise ou un DEA ou une thèse. Mais c'était une écriture moins sèche. Et puis, je trouve que ça se rapprochait du roman dans le sens où il s'agissait de dire le monde, finalement, de dire un monde, et d'être une espèce d'éponge vigilante qui s'imprègne des hommes et puis d'ensuite restituer ça sur le papier. Et je me suis rendu compte que je prenais du plaisir à raconter des terrains, avec des gens sur ces terrains, que ces gens m'intéressaient comme individus, et puis qu'à la limite, en transfigurant ça, ça pouvait devenir des personnages. Je me suis rendu compte que j'étais dans une espèce de réalité qui pouvait être une fiction. Et puis j'ai continué à écrire et j'ai fait mon premier roman, qui était une espèce de pastiche de l'anthropologie, qui est un roman un peu compliqué, mais que j'aime beaucoup parce qu'il a justement ces maladresses des premiers romans. Et puis c'est un vrai premier roman. Enfin, il n'est pas bien léché comme peuvent souvent l'être les premiers romans. Il n'y a pas de thématique, de prédilection. Je pense que je peux aller dans un peu toutes les directions. Par contre, ce qui peut rester, c'est un goût pour la dérision, pour le décalage. Et puis, c'est peut-être le style aussi qui revient. Mais ce que j'aime de plus en plus, c'est rentrer dans la peau de personnages qui ne sont pas moi, et puis leur donner une voix qui les incarne. Ce qui est assez fascinant, c'est que le tragique est jamais loin du rire, en fait. Et pourtant, plus le tragique est proche, plus c'en est comique. Mais c'est désespérément comique. Oui. Il y a toujours dans la vie des moments où on est à côté, où on est exclu de quelque chose. Et dans ces moments-là, on est extrêmement fragile. Et puis ce sont des moments qui me passionnent. Est-ce que vous êtes un écrivain francophone? Alors les étiquettes, ça fait 10 ans que je publie à peu près, et puis alors j'en ai eu des tonnes. J'ai eu la littérature féminine, la littérature suisse, la littérature africaine, la littérature française, la littérature francophone. Et alors au début, je cherchais à me battre contre ces étiquettes, à dire non, je suis un écrivain. Et puis bon, de toute façon, ça sert à rien, les gens ont besoin de vous mettre des étiquettes, de vous mettre dans des tiroirs, même si c'est extrêmement réducteur. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, finalement, ces étiquettes, à force de s'additionner, elles s'annulent, parce que ça n'a aucun sens. Et ça a d'autant moins de sens que moi, je suis convaincue que si tout à coup, on voulait inventer la catégorie des écrivains qui chose du 38, on leur trouverait des points communs qui pourraient justifier cette catégorie-là. Donc, c'est forcément une aberration, d'autant qu'un écrivain est forcément singulier. Et comment ça s'est fait que ce premier roman soit publié? J'ai eu une chance extraordinaire. Donc, je l'ai envoyé à une quinzaine d'éditeurs, donc des grosses maisons, des maisons moyennes, des petites maisons. Et puis alors j'ai reçu plein de réponses négatives qui étaient assez drôles d'ailleurs parce qu'on m'appelait cher monsieur. Enfin bon, c'était vraiment des réponses qui indiquent que de toute évidence, non seulement on n'a pas lu le roman, mais on n'a même pas vu que vous étiez une mademoiselle ou une madame. Et puis Le Serpent à Plumes, qui était un éditeur moyen distribué par Gallimard, a lu. Et j'ai reçu un coup de téléphone un mois après avoir envoyé à cet éditeur, et c'était le jour de mon anniversaire. Et donc d'abord j'ai cru que c'était une plaisanterie, parce que c'était mon anniversaire. Puis en fait non, c'était pas une plaisanterie. Et j'ai simplement eu la chance de faire partie des romans qui ont été lus, parce que je veux dire, les éditeurs reçoivent des piles de romans, enfin c'est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas sérieusement jeter un coup d'œil à tout. Oui. Bon, là, on a jeté un coup d'œil au mien et on a accroché, donc voilà, ça a été une chance énorme. Et ensuite, vous avez publié plusieurs livres chez... Voilà, j'en ai publié 3 chez Le Serpent à Plumes. Alors le premier, c'était 53 cm. Ensuite, il y a eu Les Taches d'encre, puis De bébé et l'addition. Et à ce moment-là, Le Serpent à Plumes était en pourparlers avec les éditions du Rocher, qui souhaitaient le racheter. Donc c'est un peu comme partout, hein. Enfin, les grosses entreprises rachètent les petites. Et il y avait une ambiance un peu délétère au Serpent à Plumes, justement du fait de ce rachat.
C'est une maison d'édition qui a été un peu vidée de sa substance. Donc j'ai publié mon roman suivant ailleurs, chez De Noël, qui est une filiale de Gallimard. Et là j'ai publié Pétroléum, qui est un roman qui tourne autour de l'exploration pétrolière au Gabon, et puis des mythes grecs et des mythes gabonais, enfin bon. Et bon, je ne me suis pas sentie très à l'aise dans cette maison. Donc j'ai publié Cueillez-moi joli messieurs, qui est le roman suivant chez Gallimard dans la collection Continent Noir avec Jean-Noël Schifano. Et le prochain sortira au mois de janvier, toujours dans la même maison. Est-ce que vous êtes bien maintenant là, au Continent Noir, et qu'est-ce que vous pensez de cette collection de titres Alors ce qui me plaisait, bon, le titre, c'est vrai qu'il y a un côté un peu Continent Noir, je ne suis pas noire, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas noirs, qui vivent en Afrique dite noire. Enfin, moi, je dis plutôt Afrique subsaharienne, mais bon, ça se serait appelé les bottes vertes ou continent noir, ça m'est un petit peu égal. Ce qui m'intéressait dans cette collection, c'est qu'elle est petite dans une grande maison. Parce que Gallimard a quand même des moyens de diffusion importants, enfin, c'est une grosse maison. Donc, il y a les avantages de la petite maison et les avantages de la grande. Mais il y a aussi les avantages de la collection. Parce que chez Gallimard, donc, il y a plusieurs collections. Il y a ce qu'on appelle la blanche, il y a aussi l'imaginaire, il y a Quarto, enfin, il y a tout un tas de collections, il y a l'infini. Et puis, forcément, les petites collections sont moins visibles et moins importantes que la grosse. Donc, on peut parfois avoir le sentiment qu'on est un petit peu à part, mais parce qu'on n'est pas dans la grande. Mais on a l'avantage d'être chouchouté parce qu'on est à part, justement. Et donc pour le moment, ça se passe plutôt bien, je suis assez contente. Enfin, on a eu pas mal de presse au niveau de Cueillez-moi joli messieurs, ça s'est bien passé. Ouais. Et on verra pour la suite, hein. Je touche du bois pourvu que ça dure. Et vous écrivez comment ? Quelles sont les circonstances de l'écriture ? Alors j'écris, je suis victime des contingences quotidiennes, c'est-à-dire que j'ai 2 enfants que j'élève seule, donc il faut que je m'en occupe, que je les accompagne à l'école, que je ramène de l'argent à la maison. Donc je ne suis pas l'écrivain ermite qui a sa petite chambre sombre dans laquelle il peut écrire 18 heures par jour sans jamais faire à manger, sans jamais faire les courses, rien. Donc j'écris en fonction de ces contraintes, ce qui fait que idéalement j'aime bien écrire le matin après avoir accompagné les enfants à l'école, mais que parfois ça n'est pas possible. Alors j'écris sur des bouts de papier dans le métro ou j'écris dans les aéroports quand j'attends un avion. Ou je peux écrire sur n'importe quel support et n'importe où. Le roman que je sors en janvier, je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire dans des chambres d'hôtel sur un carnet. Avec les stylos qui passaient par là, dans un désordre incommensurable. Et voilà, je crois qu'on écrit comme on peut. Hein. Est-ce que quand vous écrivez, vous avez un lecteur en tête ? Non, quand j'écris, j'ai pas de lecteur en tête. Mais je pense que je suis à la fois l'écrivain et le lecteur quand j'écris. Et je suis l'avocat du diable. Je suis un lecteur, le pire lecteur qui soit, celui qui vous lâche à la page 3 s'il n'est pas rentré dans le livre. Oui, je suis le lecteur impitoyable. C'est un peu la magie du livre, c'est que vous l'écrivez seul et les gens qui le lisent sont seuls quand ils le lisent et vous ne savez pas forcément qui vous lit. Enfin, c'est un acte très intime d'écrire, mais aussi de lire. Oui. Donc il y a une relation très intime entre le lecteur et l'auteur, alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne se voient pas. Maintenant, il m'arrive de voir des lecteurs dans les salons. Enfin, je fais pas mal de foires du livre, des salons du livre. Puis là, je rencontre mes lecteurs. Et puis, j'ai la surprise, mais en même temps, ça me paraît normal, de constater que j'ai pas de lecteur type. J'ai des hommes ou des femmes, jeunes ou moins jeunes, d'ici ou de là-bas. J'ai vraiment plusieurs lecteurs et c'est très amusant de voir qu'ils s'approprient complètement les textes parce que parfois ils les interprètent dans un sens que j'ai même pas imaginé. Et puis tant mieux parce qu'un texte est fait pour appartenir à celui qui s'en saisit et puis pour avoir plusieurs sens, quoi. Je me demandais si vous vous censurez. S'il y a des choses non. qu'il ne faut pas dire. Je sais pas s'il y a des choses qu'il faut pas dire, je me rends pas compte, parce que lorsque j'écris,
Bon, la liberté, c'est un espace qui est très agréable puisque c'est un espace de liberté, mais c'est aussi une règle que je m'impose de ne pas empêcher mes personnages de s'exprimer et puis d'être le plus juste possible, d'être dans la justesse. Et non, je ne me censure pas. Je laisse les personnages et les univers et les situations s'incarner comme elles doivent s'incarner. Et puis, enfin, la vie ne se censure pas. La vie, elle peut être très brutale, très crue. Non, je ne crois pas que je me censure. Est-ce que vous mettez beaucoup de vous-même dans vos livres? Je pars souvent de moi, mais de ce qui peut être intéressant pour le roman. Et je transforme pour que ça corresponde à la musique du roman. Donc je peux mettre de moi-même, je peux mettre de gens que je croise dans la rue ou de situations dont je suis témoin ou de mythes ou de. Enfin, c'est vraiment un patchwork au service de la musique du roman. Les mots sont magiques parce qu'ils veulent dire plusieurs choses. Et puis dans un livre, il y a des milliers de portes d'entrée. Et puis je pense qu'une même phrase peut être interprétée même de manière contradictoire. Et puis on le lit comme un miroir, un livre. Ce qu'on y voit finalement, c'est plus soi-même que ce qui a mis l'écrivain. C'est jamais par hasard qu'on s'arrête à la page 138 sur cette phrase, ou bien qu'on est touché par celle-ci, ou qu'on est vexé par celle-là. Et lorsqu'on est blessé par la phrase d'un écrivain, ce n'est pas que l'écrivain est blessant, c'est qu'il y a une blessure à l'intérieur de soi et que ça nous renvoie à ça. Et puis, oui, enfin, les taches d'encre, c'est aussi toute une évocation de l'écriture à l'époque où elle n'était que divination. Mais pour moi, ça le reste encore. Enfin, l'écriture a quelque chose de magique, de mystique. Ce qui me fascine dans le livre et dans la littérature et dans l'écriture, c'est que justement ça ne sert à rien et c'est gratuit. Et c'est tellement rare dans l'époque utilitariste qu'on vit que quelque chose ne serve à rien et soit gratuit. Et puis, pire que ça, moi je ne crois pas que le livre change le monde, mais tant mieux parce que je me méfie des militantismes. Sous le militantisme, il y a souvent de l'opportunisme et de l'individualisme crasse. Mais pour moi, un livre, c'est vraiment un rapport intime entre un auteur et un individu. Et je pense qu'un livre peut produire un déclic chez un individu, un déclic dans sa vie personnelle, ou un déclic qui va l'emmener à faire quelque chose de plus collectif. Mais je ne pense pas qu'un livre change le monde, et je ne pense pas qu'un écrivain ait des leçons à donner au monde. Et je ne crois pas qu'on puisse mettre des gens sur un chemin malgré eux. Je pense que c'est une démarche individuelle, ça, de changer. On ne peut pas changer une société sans se changer soi-même. Et puis j'ai bien peur qu'on soit revenu là, après les décolonisations et puis les années 60, il y avait une espèce d'espoir en l'homme, en le progrès social, l'humanisme. Mais là, on revient à des valeurs traditionnelles de travail, en particulier en France, je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais bon, les congés payés par exemple en France sont passés en 1936. Aujourd'hui, ça ne passerait pas. Voilà. Vous voyagez beaucoup? Oui, je voyage pas mal, oui. Et est-ce que vous trouvez que ça stimule votre écriture quelque part, le fait de vous déplacer comme ça? Pour moi, c'est comme pour aller travailler, sauf que c'est plus loin et puis sur des durées plus longues. Et alors, le voyage que j'ai fait au Cameroun m'a inspiré le roman qui sort au mois de janvier. Oui. Mais je n'écris pas un roman par voyage. Enfin, je ne suis pas dans le récit de voyage ni dans le carnet de voyage. Et le roman que je sors au mois de janvier, là, qui s'appelle « Et si Dieu me demande, dites-lui que je dors », c'est le genre de roman que je vais écrire une fois. Parce que bon, c'était à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui a justifié un roman. Mais bon, tous les voyages,
ne justifie pas un roman, d'autant que très souvent, ce sont des voyages. On arrive à l'aéroport, on va à l'hôtel, on va en salle de conférence, on retourne à l'hôtel. C'est un peu comme du voyage organisé. C'est pas forcément très intéressant de ce point de vue-là. Et vous avez 2 filles? Oui, j'ai 2 filles, oui. Je me demandais si le fait d'être mère, si vous pensez que ça a eu une influence, le processus de devenir écrivain, sur le contenu. C'est vrai que j'ai pas mal évoqué la maternité et la filiation dans 2 bébés et l'addition, qui est mon 3e roman. Et puis le fait de porter un enfant et puis de le mettre au monde, ça a sûrement accru une sensibilité charnelle que j'utilise beaucoup dans mes romans. Simplement, il m'arrive aussi de me mettre dans la peau d'hommes qui n'ont pas enfanté. Dans mon prochain roman, notamment celui que j'écris en ce moment et qui sortira dans 1 an ou 2, je me mets dans la peau d'une femme et de 2 hommes. Et j'ai une sensibilité assez charnelle, effectivement. Maintenant, je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai eu des enfants. Je pense que cette sensibilité, elle était déjà là. Mais je ne vois pas du tout le processus d'écrire comme le processus de porter un enfant et puis d'enfanter. Il faut vraiment ne jamais avoir eu d'enfant pour pouvoir comparer. Je vois ça comme une espèce de névrose, une espèce de nécessité qui, si je ne pratique pas, je suis assez rapidement en manque. Et puis, c'est un besoin. C'est une névrose et son soulagement à la fois. Je vois un certain féminisme dans votre œuvre, dans votre écriture. Est-ce que si on vous demande, êtes-vous féministe, comment répondez-vous? Je ne suis pas féministe, mais moi j'ai la chance d'exercer ma liberté et puis de ne pas être entravée par ma féminité. Je peux même m'en servir comme d'un atout ou bien la mettre complètement de côté et puis pas y penser du tout. Simplement, je pense que même dans les sociétés occidentales, beaucoup de femmes sont entravées par des clichés sur leur féminité. Et puis c'est le cas de Claire, par exemple, dans Cueillez-moi jolis messieurs, qui est professeure de français, qui est allée à l'université, qui vient d'un milieu plutôt aisé, mais qui est emprisonnée dans des clichés, des obligations sociales par rapport au mariage, par rapport à ses enfants. Donc même là-dessus, on a cru que les femmes étaient libérées, mais elles ne le sont pas plus que les hommes, qui sont pas non plus libérés. Et puis, en même temps, c'est humain, parce que c'est difficile de ne... c'est plus sécurisant d'être entravé par des clichés que de s'en émanciper. Et puis ça a peut-être été plus facile pour moi, même si j'ai sûrement des entraves et des clichés qui traînent quelque part, forcément, sinon on n'est pas humain. Mais ce côté... j'ai toujours été nomade, du fait déjà de mon identité, de mon enfance. Donc ça n'est pas compliqué pour moi de m'échapper. Est-ce que vous écrivez avec de la musique par moment? Est-ce qu'il y a une certaine musique qui rythme de l'intérieur, peut-être, votre écriture? C'est vrai que dans plusieurs romans, il y a des extraits de chansons. Alors dans Les Taches d'encre, c'était Luz Casal pour son côté mélancolique. Dans 53 cm, c'était Zao avec, comment ça s'appelle, Combattant, pour son côté tragicomique. Oui, il arrive qu'il y ait des passages dans mes romans qui doivent être accompagnés de musique, mais même au-delà de ça, s'il n'y a pas des citations musicales, la musique, elle est dans les phrases, dans les mots, dans le rythme des phrases, et c'est très important pour moi. Le son, les sonorités servent le sens, comme la mise en page, comme le fait que tout à coup, il y ait un saut de ligne et un blanc. Le sens, il est dans les mots, il est dans les sons et il est aussi dans les silences, dans les blancs. Et donc, ça c'est la musique, c'est le rythme. L'inspiration de l'écriture, vous avez dit que vous le trouvez vraiment dans la vie, souvent. Oui. Mais est-ce qu'il y a des écrits, c'est une question un peu typique, qui vous inspirent particulièrement, des auteurs qui vous ont touché? Alors moi j'ai la chance d'être particulièrement inculte en littérature, parce que je pense que si j'avais une culture littéraire importante, j'aurais jamais osé écrire. Parce que, on est écrasé forcément par les grands auteurs. Mais bon, depuis que j'écris, je lis, on va dire, à peu près correctement.
Et oui, enfin, il y a des auteurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Gabriel Garcia Marquez. Là, je suis en train de lire Don Quichotte de Cervantes. C'est vrai. Oui. Et puis j'ai beaucoup aimé Le Festin nu de Burroughs. Et puis Monet de Amadou Kourouma. Ouais, enfin, il y a des textes. Oui, il y a des textes qui me touchent énormément. Quand je lis Boris Vian, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Oh, c'est excellent. Non, enfin, c'est idiot de dire ça, mais il m'est arrivé en lisant Boris Vian de deviner la phrase d'après. Et, ouais, il y a des... Mais je sais pas si je les lis comme une lectrice, je sais pas comment je les lis. Mais j'ai un rapport très agréable à ces auteurs-là, même si je prétends pas m'en inspirer, ni... Voilà. Mais j'aime bien la folie, le baroque...